Chers amis, si vous cherchez le sommeil et qu'une histoire apaisante, mais aussi propice à la réflexion, vous tente, vous êtes au bon endroit. C'est exactement le genre de contenu conçu pour vous aider à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à laisser votre esprit se détendre avec quelques pensées sur la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des obsessions les plus universelles de l'humanité. Vous savez, cette quête de la perfection spirituelle. Et bien, il semble que depuis que le premier être humain a eu la brillante idée de chercher l'illumination, nous commettons la même erreur fondamentale. Nous essayons de fabriquer la transcendance comme on assemble un meuble Ikea. Et ce n'est pas faute de créativité. Au fil de l'histoire, des gens ont tenté les approches les plus étranges pour atteindre la perfection spirituelle. Parce que rien ne dit mieux « j'ai compris le mystère de l'existence » que d'essayer de résoudre des problèmes cosmiques par des projets personnels mégalomaniaques. Ce que ces personnes ont découvert, c'est quelque chose qui devrait probablement être écrit en lettres capitales à l'entrée de tout temple. La quête de la perfection spirituelle est magnifiquement imparfaite, et c'est peut-être précisément ce qui la rend parfaite. Si vous appréciez ce type de contenu relaxant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Cela aide grandement la chaîne à grandir et me motive à continuer à vous apporter ces réflexions. Alors, installez-vous, respirez profondément et découvrons ensemble comment l'imperfection humaine peut être le chemin le plus direct vers la sagesse. Commençons dans la Perse du XIIIe siècle, où un homme eut une idée qui allait changer sa vie à jamais. Il était une fois un homme nommé Amir Attar, qui vivait à Ispahan, au cœur de la Perse du XIIIe siècle. Ispahan, à cette époque, était essentiellement ce que Paris est aujourd'hui pour la mode, mais pour les parfums. Si vous vouliez la fragrance la plus sophistiquée du monde connu, vous vous rendiez à l'atelier d'Amir. Son atelier était un lieu hors du commun. Imaginez une caverne d'Ali Baba, mais au lieu d'or, il y avait des flacons de verre colorés remplis d'essence venus de toute la route de la soie. Rose de Damas, santal d'Inde, ambre gris dont personne ne savait vraiment d'où il venait, cannelle de Ceylan. L'homme avait accès à des ingrédients dont la plupart des gens n'auraient même pas rêvé. Amir était celui qui créait les parfums exclusifs du Shah. Vous savez, ces parfums que seule la royauté pouvait porter, c'était lui qui les fabriquait. Il avait des parfums spécifiques pour chaque occasion de la cour. Un pour recevoir les ambassadeurs, un autre pour les cérémonies religieuses, un troisième pour quand le Shah voulait impressionner une princesse étrangère. L'homme était un artiste de l'olfaction, un poète des fragrances. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Un jour, Amir rentrait du marché lorsqu'il fut témoin d'une scène qui changea sa vie pour toujours. C'était un derviche, l'un de ces mystiques soufis qui tournoient pour entrer en transe spirituelle. L'homme était là sur la place, tournant lentement, et à mesure qu'il tournait, quelque chose sur son visage changeait. Ce n'était pas seulement son expression, c'était comme si l'air autour de lui devenait différent. Les gens s'arrêtaient pour regarder, et ce n'était pas pour la danse, c'était pour quelque chose qui émanait de l'individu. Une paix, une sérénité, une présence que l'on pouvait sentir à des mètres de distance. Amir resta là, complètement hypnotisé. Quand le derviche eut fini, il ouvrit les yeux et sourit à Amir avec une tranquillité qui semblait venir d'une autre planète. C'est à ce moment-là que notre parfumeur eut l'idée la plus brillante et la plus impossible de sa vie. Il pensa, si je parviens à capturer cette essence, cette transformation que je viens de voir, et à la transformer en parfum, je créerai la fragrance la plus puissante qui ait jamais existé. Parce que dans l'esprit d'Amir, si l'on pouvait distiller des roses, si l'on pouvait extraire l'essence de santal, pourquoi ne pourrait-on pas embouteiller l'illumination spirituelle? Ce n'était qu'une question de trouver la bonne formule, les ingrédients appropriés, la proportion parfaite. Après tout, il était le meilleur parfumeur de Perse. Si quelqu'un pouvait le faire, ce serait lui. L'obsession commença très lentement. D'abord, il commença à fréquenter les cérémonies soufis
toujours avec ses petits flacons, essayant de capturer un arôme spécifique de ces moments d'extase spirituelle. Il pensait que c'était peut-être l'encens utilisé dans les rituels ou une herbe spécifique que les derviches consommaient avant les danses. Amir commença à mélanger des essences pendant les prières de l'aube, convaincu que le moment spirituel de la journée influencerait la qualité de la fragrance. Il créa une série d'expériences qui impliquaient de distiller de l'eau pendant les 5 prières quotidiennes, croyant que chaque heure aurait une vibration différente qui pourrait être capturée chimiquement. L'homme en vint à essayer de distiller ses propres moments de méditation. Il méditait avec un petit alambic à côté, espérant que sa propre transformation spirituelle laisserait une trace aromatique dans l'air qui pourrait être collectée et concentrée. C'était une logique impeccable si l'on ignorait complètement le fonctionnement de la réalité. Son épouse, Léa, au début, trouvait cela même mignon. « Regarde comme c'est intéressant. Mon mari mélange spiritualité et profession. » Mais au fil des mois, alors qu'il commençait à négliger les commandes de la cour pour se concentrer sur les expériences spirituelles, la chose devint moins romantique et plus préoccupante. Les clients commencèrent à se plaindre. Le parfum du chat pour la cérémonie du printemps fut retardé de 3 semaines. Parce qu'Amir était convaincu qu'il devait recueillir de la rosée à l'aube d'un vendredi pour donner la touche finale à la formule. La rosée normale ne suffisait pas. Il fallait de la rosée spirituellement chargée, et ainsi commença un voyage de 20 ans qui mènerait le meilleur parfumeur de Perse par les chemins les plus tortueux de l'obsession humaine. Parce que lorsque vous décidez de résoudre les mystères de l'univers à travers votre profession, la vie a une manière très particulière de vous enseigner l'humilité. Au cours des 2 premières années, Amir se convainquit que le secret résidait dans les bons ingrédients collectés au bon moment. Il développait des théories de plus en plus élaborées sur la manière de capturer l'essence spirituelle. Sa logique était simple. Si l'encens aide à la méditation, alors l'encens utilisé pendant une illumination réelle devrait avoir des propriétés spéciales. Il commença à suivre les maîtres soufis à travers la ville, toujours avec ses petits flacons et son équipement de collecte. Imaginez la scène. Vous vivez un moment profond de connexion avec le divin et un type est là, à côté, essayant de capturer votre aura avec un petit tube en verre. Les derviches étaient trop polis pour chasser l'homme, mais leurs expressions étaient impayables. Amir créa un système de classification complexe pour ses expériences. Il avait des flacons étiquetés « air recueilli pendant l'extase mystique »,« mardi »,« lune croissante » et « condensation de la respiration pendant un dhikr profond », échantillon numéro 47. Son atelier commença à ressembler au laboratoire d'un alchimiste fou spécialisé en spiritualité. Il tenta de distiller les larmes de joie de personnes ayant des expériences transcendantes. Parce que si les larmes portent l'émotion, alors les larmes d'illumination devraient porter l'illumination, n'est-ce pas? Le problème est qu'il n'est pas facile de convaincre quelqu'un de pleurer dans un flacon pendant un moment sacré. Les gens ont tendance à trouver ce genre de demande un peu invasif. L'obsession s'intensifia. Amir commença à voyager vers des lieux considérés comme sacrés, toujours avec son kit de collecte aromatique. Il se rendit sur les tombes de saints soufis pour tenter de capturer l'essence de sainteté résiduelle. Il visita des grottes où des mystiques avaient médité pendant des décennies, convaincus que l'air même de ces lieux aurait été imprégné de sagesse. Lors de l'un de ses voyages, il passa une semaine entière à essayer de distiller l'eau d'une source considérée comme miraculeuse. Pas l'eau ordinaire de la source, mais l'eau recueillie exactement à minuit, pendant la nouvelle lune, tandis qu'il récitait des versets spécifiques du Coran. Parce qu'apparemment, l'eau miraculeuse ordinaire n'était pas suffisamment miraculeuse pour ses standards. Le résultat de toutes ces expériences fut une collection impressionnante de flacons contenant des liquides qui sentaient exactement comme on s'attendrait à ce que des liquides recueillis dans des circonstances bizarres sentent. Autrement dit, pas très bon. Mais Amir avait une capacité infinie à trouver un sens profond aux résultats décevants. Quand l'extrait de contemplation nocturne,
sentait le moisi, il l'interprétait comme un signe qu'il devait mieux purifier l'environnement de collecte. Quand l'essence de prière collective produisait un arôme rappelant le vieux vinaigre, il décidait que c'était parce que la sincérité spirituelle du groupe n'était pas au niveau adéquat. Léa tenta de parler à son mari des directions que prenait son obsession. « Cher, peut-être que l'illumination n'est pas quelque chose que l'on peut embouteiller. » Mais Amir avait une réponse à tout. « Si nous pouvons capturer l'essence d'une rose, qui est la beauté sous forme physique, pourquoi ne pourrions-nous pas capturer l'essence de la beauté spirituelle ?» C'était une logique qui avait du sens si l'on n'y pensait pas trop. Et Amir avait passé tellement de temps immergé dans l'obsession que penser clairement à ce sujet devint presque impossible. Il était convaincu qu'il était sur la bonne voie, à quelques ajustements techniques près de révolutionner la spiritualité humaine. Les clients de la cour commencèrent à s'impatienter. Le parfum pour le mariage de la fille du vizir fut retardé parce qu'Amir décida qu'il devait incorporer l'essence de bénédiction matrimoniale dans la formule. Il passa 2 semaines à essayer de distiller des pétales de rose qui avaient été bénis par un imam lors d'une cérémonie de mariage. L'ironie est que, tandis qu'Amir devenait de plus en plus obsédé par la capture de la spiritualité, il s'éloignait lui-même de toute expérience spirituelle réelle. Ces moments de prière devinrent des sessions de planification d'expérience. Sa méditation se transforma en temps d'observation scientifique de ses propres réactions internes, essayant d'identifier le moment exact pour recueillir sa propre essence illuminée. Il en vint à essayer de synchroniser ses états méditatifs avec les processus de distillation. Il méditait avec un alambic en marche à côté, croyant que son propre état de conscience altéré influencerait d'une manière ou d'une autre chimiquement ce qui était distillé. C'était comme essayer de capturer de la musique dans une bouteille en enregistrant le silence autour d'un violon. Mais Amir ne faisait que commencer, parce que lorsque vous êtes convaincu d'avoir la clé pour résoudre les problèmes spirituels de l'humanité, 2 ans d'expérience infructueuse ne suffisent pas à vous convaincre du contraire. Ce ne sont que des preuves que vous devez affiner votre approche. Et c'est exactement ce qu'il fit. La 3e année, Amir eut une révélation qui changea complètement son approche. Il décida que le problème n'était pas les ingrédients ou les méthodes de collecte. Le problème était qu'il pensait trop petit. S'il voulait capturer une véritable illumination, il avait besoin d'un projet à la hauteur de la grandeur spirituelle qu'il essayait d'embouteiller. C'est alors qu'il annonça à Léa qu'il allait créer le plus grand laboratoire d'alchimie spirituelle que le monde ait jamais vu. Plus d'expériences occasionnelles dans l'atelier. Ce serait désormais une opération à l'échelle industrielle pour la distillation de la transcendance. Parce que si vous allez tenter l'impossible, autant le faire correctement. Il vendit une partie des biens familiaux pour construire un complexe entier dédié aux expériences. Il y avait 12 salles différentes, chacune spécialisée dans un aspect de la capture spirituelle. Une salle uniquement pour la distillation pendant les prières. Une autre pour les expériences avec des cristaux et des pierres précieuses qui amplifieraient les vibrations spirituelles. Une 3e pour les tests avec les différentes phases de la lune. Amir engagea des assistants qu'il forma personnellement à ses théories sur la parfumerie transcendantale. Les pauvres passaient des heures à apprendre la différence entre essence de contemplation matinale et essence de contemplation vespérale. Il y avait des manuels entiers sur la façon d'identifier le moment exact où une personne atteignait l'extase mystique afin que la collecte aromatique soit effectuée au timing parfait. L'obsession devint science. Amir développa des tableaux complexes corrélant les phases lunaires avec l'intensité spirituelle de différents saints. Il avait des graphiques montrant comment la direction du vent affectait la qualité des essences collectées pendant les rituels religieux. C'était un travail impressionnant de documentation de choses qui n'existaient pas. Il commença à importer des ingrédients introuvables, de l'eau du Gange recueillie pendant les éclipses, du sable de la Mecque collecté par des pèlerins en état d'extase religieuse,
des pétales de lotus tibétains qui avaient été exposés à des chants bouddhistes pendant au moins une semaine. L'homme achetait littéralement des miracles en gros. Léa observait tout cela avec un mélange d'admiration et de terreur. D'un côté, elle n'avait jamais vu son mari aussi dévoué à quelque chose. De l'autre, elle voyait le patrimoine familial disparaître pour financer des expériences qui produisaient des fragrances avec une odeur d'échec en concentration de plus en plus grande. Les résultats continuaient d'être désastreux, mais Amir avait développé une capacité extraordinaire à réinterpréter les désastres comme des progrès. Quand une expérience produisait une odeur qui faisait fuir les gens, il ne voyait pas d'échec. Il y voyait le signe qu'il avait capturé une sorte d'énergie spirituelle si puissante que les gens ordinaires ne pouvaient pas la supporter. Il créa une théorie sur la purification progressive de l'audience. Selon Amir, ces fragrances spirituelles ne pouvaient être appréciées que par des personnes ayant déjà atteint un certain niveau de développement spirituel. Si vous trouviez que ça sentait mauvais, c'était le signe que vous deviez travailler davantage votre évolution intérieure. C'était une théorie à l'épreuve des critiques. La 5e année, Amir annonça qu'il avait identifié l'ingrédient manquant, le temps. Pas le temps ordinaire, mais le temps spirituellement chargé. Il décida que ces expériences devaient être vieillies dans des conditions spécifiques qui reproduiraient des environnements de haute concentration mystique. C'est alors qu'il construisit une salle spéciale où les fragrances expérimentales étaient stockées pendant que lui et ses assistants faisaient des quarts de 24 heures de prière et de méditation autour des flacons. L'idée était que l'atmosphère spirituelle constante ferait mûrir les essences jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection transcendantale. Les voisins commencèrent à penser qu'Amir était devenu complètement fou. Il y avait toujours des gens qui entraient et sortaient de sa maison, transportant des flacons étranges et murmurant des prières. L'endroit sentait un mélange de laboratoire de chimie et de temple abandonné. C'était une combinaison olfactive que personne ne savait vraiment comment interpréter. Amir cessa complètement de servir les clients réguliers. Lorsque le chat lui-même envoya demander des nouvelles du parfum pour la célébration du solstice, Amir répondit qu'il était occupé par des recherches qui révolutionneraient la relation de l'humanité avec le sacré. Le chat fut si confus par la réponse qu'il oublia d'être irrité. Léa tenta une dernière conversation sérieuse avec son mari. « Amir, tu as déjà dépensé plus d'argent à essayer de capturer l'illumination que la plupart des gens ne gagnent en une vie entière. Il est peut-être temps de considérer que ce chemin ne mène pas là où tu l'espérais. » Mais Amir était trop loin pour entendre la raison. Il s'était convaincu qu'il était au seuil d'une découverte qui changerait le monde. « Léa, tu ne comprends pas. Je suis sur le point de rendre possible pour n'importe qui d'expérimenter l'illumination simplement en inhalant une fragrance. Imagine-le, bien que cela apportera à l'humanité. » C'était une vision noble. Si l'on ignorait le fait qu'après 5 ans d'expérience intensive, la seule chose qu'Amir avait réussi à obtenir était une collection de flacons contenant des liquides qui sentaient de pire en pire. Mais l'obsession avait créé sa propre réalité, où l'échec n'était qu'un succès déguisé attendant d'être révélé. Et Amir était déterminé à continuer. No 10º ano, Mirza havia se tornado uma lenda em Isfahan. Não uma lenda de sucesso, mas uma lenda de excentricidade. As crianças apontavam para ele na rua. Os comerciantes sussurravam sobre o perfumista louco. Ele havia perdido a maior parte de sua fortuna. Sua oficina estava em ruínas e Zara havia se mudado para a casa da irmã, incapaz de suportar mais a obsessão do marido. Mirza estava sozinho, cercado por milhares de frascos de líquidos fedorentos. Ele havia tentado de tudo: destilar o silêncio de mosteiros, o eco de cânticos antigos, a luz da lua, cheia sobre ruínas sagradas. Ele até tentou destilar a própria ausência de cheiro, convencido de que a iluminação era a ausência de todas as impurezas aromáticas. Ele estava magro, com os olhos fundos, e sua barba estava emaranhada. Passava os dias e as noites em seu laboratório, murmurando para si mesmo:
anotando fórmulas incompreensíveis em pergaminhos manchados. A única coisa que o mantinha era a convicção inabalável de que estava a um passo da descoberta. Um dia, enquanto tentava destilar a fumaça de um incenso raro que havia importado do Tibete, ele desmaiou de exaustão. Quando acordou, estava deitado no chão frio de sua oficina. E a primeira coisa que viu foi um dos seus frascos mais antigos, um que ele havia rotulado como Essência de Dervish, amostra original. Ele pegou o frasco que estava coberto de poeira e teias de aranha, abriu-o e cheirou. O cheiro era horrível, pior do que qualquer coisa que ele havia produzido recentemente. Era uma mistura de mofo, vinagre e algo indefinível que lembrava suor velho. Mirza tossiu e quase deixou o frasco cair. Mas então, algo estranho aconteceu. Enquanto ele tossia, uma pequena gota do líquido escorreu pelo frasco e caiu em sua mão. Ele não percebeu imediatamente. Estava mais preocupado com o cheiro. Mas enquanto ele tentava limpar a mão na túnica, a gota se espalhou e um aroma sutil começou a se desprender. Não era um cheiro de flor, não era um cheiro de incenso, era um cheiro de nada, mas um nada que era ao mesmo tempo tudo. Era o cheiro da ausência de cheiro, mas não uma ausência vazia. Era uma ausência preenchida com uma paz profunda, uma serenidade que ele havia sentido apenas uma vez na vida. Na praça, observando o derviche. Mirza ficou ali, parado, com a mão estendida, inalando o aroma. E enquanto ele inalava, a exaustão, a frustração, a obsessão de 20 anos, tudo começou a se dissipar. Ele sentiu uma leveza, uma clareza que não experimentava desde que era um jovem perfumista antes de sua grande ideia. Ele olhou para o frasco, Essência de Dervish, amostra original. Aquele era o primeiro frasco que ele havia preenchido, no dia em que sua obsessão começou. Ele havia tentado destilar a aura do derviche, e tudo o que havia conseguido era um líquido fedorento. Mas o tempo, a imperfeição, a própria falha de sua busca havia transformado aquele fracasso em algo inesperado. O que ele havia tentado fabricar com tanta diligência, com tantos experimentos, com tanto dinheiro, havia se manifestado por si só, através do tempo e da negligência. A iluminação não era algo que pudesse ser destilado ou engarrafado. Era algo que se revelava na ausência de esforço, na aceitação da imperfeição. Mirza Attar, o maior perfumista da Pérsia, finalmente entendeu. A busca pela perfeição espiritual não era sobre alcançar um estado, mas sobre aceitar o processo. Não era sobre fabricar a iluminação, mas sobre permitir que ela se manifestasse em seu próprio tempo, em sua própria forma imperfeita. Ele fechou os olhos e respirou fundo novamente. O cheiro sutil da paz ainda estava lá. E pela primeira vez em 20 anos, Mirza sorriu. Um sorriso que não era de triunfo, mas de alívio. Um sorriso que cheirava a sabedoria. E assim a história de Mirza Attar nos ensina que a verdadeira iluminação não é um perfume que se pode engarrafar, mas uma fragrância que se desprende da própria jornada, com todas as suas imperfeições e desvios. É na aceitação do que somos, e não na busca incessante do que deveríamos ser, que encontramos a verdadeira essência da paz. Se você chegou até aqui, parabéns. Espero que esta história tenha trazido um pouco de calma e reflexão para a sua noite. Lembre-se, a perfeição está na imperfeição, e a sabedoria muitas vezes se esconde nos lugares mais inesperados. Durma bem e que a paz esteja com você. Tinuer. La 10e année, Amir était devenu une légende à Ispahan. Non pas une légende au succès, mais une légende d'excentricité. Les enfants le montraient du doigt dans la rue. Les marchands chuchotaient à propos du parfumeur fou. Il avait perdu la majeure partie de sa fortune. Son atelier était en ruine et Léa avait déménagé chez sa sœur, incapable de supporter davantage l'obsession de son mari. Amir était seul,
entouré de milliers de flacons de liquide malodorant. Il avait tout essayé, distiller le silence des monastères, l'écho des chants anciens, la lumière de la pleine lune sur des ruines sacrées. Il avait même tenté de distiller l'absence même d'odeur, convaincu que l'illumination était l'absence de toutes les impuretés aromatiques. Il était maigre, les yeux cernés, et sa barbe était emmêlée. Il passait ses jours et ses nuits dans son laboratoire, marmonnant pour lui-même, notant des formules incompréhensibles sur des parchemins tachés. La seule chose qui le maintenait était la conviction inébranlable qu'il était à un pas de la découverte. Un jour, alors qu'il tentait de distiller la fumée d'un encens rare qu'il avait importé du Tibet, il s'évanouit d'épuisement. Quand il se réveilla, il était allongé sur le sol froid de son atelier, et la première chose qu'il vit fut l'un de ses plus anciens flacons, un qu'il avait étiqueté « Essence de derviche », échantillon original. Il prit le flacon, qui était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Il l'ouvrit et le sentit. L'odeur était horrible, pire que tout ce qu'il avait produit récemment. C'était un mélange de moisi, de vinaigre et de quelque chose d'indéfinissable qui rappelait la vieille sueur. Amir toussa et faillit laisser tomber le flacon. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Tandis qu'il toussait, une petite goutte du liquide s'échappa du flacon et tomba sur sa main. Il ne le remarqua pas immédiatement. Il était plus préoccupé par l'odeur. Mais tandis qu'il essayait de s'essuyer la main sur sa tunique, la goutte s'étala et un arôme subtil commença à s'en dégager. Ce n'était pas une odeur de fleurs, ce n'était pas une odeur d'encens, c'était une odeur de rien. Mais un rien qui était à la fois tout. C'était l'odeur de l'absence d'odeur, mais pas une absence vide. C'était une absence remplie d'une paix profonde, d'une sérénité qu'il n'avait ressentie qu'une seule fois dans sa vie, sur la place, en observant le derviche. Amir resta là, immobile, la main tendue, inhalant l'arôme. Et tandis qu'il inhalait, l'épuisement, la frustration, l'obsession de 20 ans, tout commença à se dissiper. Il sentit une légèreté, une clarté qu'il n'avait pas expérimentée depuis qu'il était un jeune parfumeur, avant sa grande idée. Il regarda le flacon. Essence de derviche, échantillon original. C'était le premier flacon qu'il avait rempli, le jour où son obsession avait commencé. Il avait essayé de distiller l'aura du derviche, et tout ce qu'il avait réussi à obtenir était un liquide malodorant. Mais le temps, l'imperfection, l'échec même de sa quête avait transformé cet échec en quelque chose d'inattendu. Ce qu'il avait tenté de fabriquer avec tant de diligence, avec tant d'expérience, avec tant d'argent, s'était manifesté de lui-même, à travers le temps et la négligence. L'illumination n'était pas quelque chose qui pouvait être distillé ou embouteillé. C'était quelque chose qui se révélait dans l'absence d'effort, dans l'acceptation de l'imperfection. Amir Attar, le plus grand, un parfumeur de Perse, comprit enfin. La quête de la perfection spirituelle ne consistait pas à atteindre un état, mais à accepter le processus. Il ne s'agissait pas de fabriquer l'illumination, mais de lui permettre de se manifester en son propre temps, sous sa propre forme imparfaite. Il ferma les yeux et respira profondément à nouveau. L'odeur subtile de la paix était toujours là. Et pour la première fois en 20 ans, Amir sourit. Un sourire qui n'était pas de triomphe, mais de soulagement. Un sourire qui sentait la sagesse. Et ainsi, l'histoire d'Amir Attar nous enseigne que la véritable illumination n'est pas un parfum que l'on peut embouteiller, mais une fragrance qui se dégage du voyage lui-même, avec toutes ses imperfections et ses détours. C'est dans l'acceptation de ce que nous sommes, et non dans la recherche incessante de ce que nous devrions être, que nous trouvons la véritable essence de la paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de réflexion pour votre nuit. Rappelez-vous, la perfection est dans l'imperfection, et la sagesse se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Dormez bien, et que la paix soit avec vous. Techniquement, cela a fonctionné. Les gens ont clairement ressenti un malaise à mesure que la présentation devenait de plus en plus austère.
Beaucoup ont commenté par la suite que ce fut une expérience émotionnelle intense qui les a fait réfléchir sur leur attachement aux choses matérielles. Mais au lieu de gratitude pour la leçon spirituelle, la réaction générale fut l'irritation. Les gens se sont sentis manipulés. C'était comme aller dans un restaurant en s'attendant à un bon repas et recevoir une leçon sur la faim dans le monde. Techniquement éducatif, mais ce n'était pas ce qu'ils avaient demandé. Le musicien de la cour, qui avait tenté d'avertir Camille des limites de l'art, revint lui parler. « Camille, vous essayez d'utiliser la danse comme un remède amer. Les gens résistent non pas parce qu'ils ne comprennent pas la leçon, mais parce qu'ils ne veulent pas être soignés sans leur consentement. » C'était une observation profonde. Mais Camille était trop loin dans son obsession pour écouter. Elle s'était convaincue que la résistance des gens était précisément la preuve qu'ils avaient besoin de la médecine qu'elle offrait. S'ils étaient mal à l'aise, c'était le signe qu'ils étaient forcés de grandir spirituellement. « Le véritable art doit défier les gens », répondait-elle à toute critique. « S'ils se sentent mal à l'aise, c'est parce que je touche à des vérités qu'ils préfèrent éviter. » Camille commença à créer des présentations de plus en plus confrontantes, des danses qui s'arrêtaient brusquement au milieu, laissant le public en suspens, des chorégraphies qui impliquaient des mouvements répétitifs qui testaient délibérément la patience des gens, des performances où elle dansait dos au public, les forçant à remettre en question leurs attentes en matière de divertissement. Chaque expérience était justifiée comme une leçon sur différents aspects de l'impermanence. Le suspense forcé était une question d'acceptation de l'incertitude. La répétition excessive était une question de trouver la beauté dans la monotonie. Danser dos au public était une question de lâcher le besoin d'être le centre de l'attention. Les justifications avaient du sens en théorie, mais en pratique, les présentations ressemblaient plus à des expériences psychologiques qu'à de l'art. Et le public commençait à éviter activement les performances de Camille. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle était peut-être sur la mauvaise voie. Non pas parce qu'elle échouait à transmettre l'impermanence, mais parce qu'elle réussissait si bien que personne ne voulait plus regarder. La 4e année, Camille fut confrontée à un problème qu'aucun artiste ne veut affronter. Les gens ont tout simplement cessé de venir à ses représentations. Ce n'était ni un boycott organisé, ni une critique formelle. C'était pire, une indifférence polie. Le genre de situation où les gens disent « Ah, c'est intéressant » et inventent ensuite des engagements urgents chaque fois que vous mentionnez votre prochaine performance. La première fois qu'elle remarqua le schéma, ce fut lors du Festival du Printemps. Traditionnellement, ces représentations attiraient toute la cour. Cette fois, il y avait exactement 7 personnes, dont 2 musiciens qui étaient payés pour être là et un garde qui préférait clairement être n'importe où ailleurs dans le palais. Camille dansa avec la même intensité que d'habitude, présentant sa dernière création sur l'acceptation de la perte par le mouvement conscient. C'était une chorégraphie où elle retirait progressivement chaque élément décoratif de la scène pendant qu'elle dansait, pour finir dans un espace complètement vide. C'était du symbolisme pur, transformé en expérience visuelle. Le problème, c'est que lorsque vous avez un public de 7 personnes qui vous regardent retirer systématiquement tous les beaux objets de l'environnement, la chose devient moins profondément symbolique et plus étrangement mélancolique. C'était comme regarder quelqu'un déménager au ralenti, mais avec plus de gestes expressifs. À la fin de la représentation, le silence était si profond que l'on pouvait entendre les grillons. Dehors, l'une des personnes dans le public toussa, une autre bougea inconfortablement sur sa chaise. Le garde vérifia la position du soleil par la fenêtre, calculant mentalement combien de temps il restait avant la fin de son tour. Camille demanda si quelqu'un voulait commenter l'expérience. Une vieille dame de la cour, qui avait toujours été polie avec tous les artistes, dit diplomatiquement « C'était très réfléchi, ma chère ». C'était le genre de compliment qui ne signifie absolument rien et que tout le monde connaît. Après cette représentation, Camille dut faire face à une réalité inconfortable. Elle était devenue la danseuse que les gens évitaient.
Non pas parce qu'elle était techniquement mauvaise, son habileté restait impeccable, mais parce que regarder ses performances était devenu un travail émotionnel que personne n'avait voulu faire. C'était comme être invité à un dîner et découvrir que l'hôte avait décidé de transformer le repas en séminaire sur la faim dans le monde. Techniquement important, philosophiquement valable, mais pas exactement ce à quoi vous vous attendiez en acceptant l'invitation. Camille tenta de parler à d'autres artistes de la cour du problème. La réponse du musicien principal fut douce mais dévastatrice. Camille, quand les gens vont à une représentation artistique, ils veulent être touchés, inspirés ou du moins divertis. Vous offrez une thérapie obligatoire déguisée en danse. Mais le véritable art doit transformer les gens, argumenta Camille. Si elles évitent la transformation, c'est peut-être parce qu'elles en ont encore plus besoin. Le musicien soupira. Ma chère, vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire, et vous ne pouvez certainement pas le forcer à réfléchir sur la nature temporaire de la soif en buvant. C'était une analogie étrange, mais le point était clair. Camille était devenue tellement concentrée sur la transmission du message qu'elle avait oublié de rendre l'expérience attrayante. C'était comme un médecin qui insiste pour donner un remède amer, sans sucre, parce que la souffrance fait partie de la guérison. La situation empira lorsqu'elle découvrit que les gens avaient commencé à appeler ces représentations les danses de la dépression. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était juste une façon de les différencier des autres performances plus joyeuses de la cour. Mais cela faisait mal quand même. Camille décida qu'elle avait peut-être besoin d'une approche plus subtile. Au lieu de forcer les gens à affronter l'impermanence, elle créerait des présentations si belles qu'elle réfléchirait naturellement sur la nature temporaire de la beauté. C'était de la psychologie inversée appliquée à la philosophie appliquée à l'art. Sa nouvelle stratégie était de créer des danses qui seraient véritablement charmantes, mais avec des éléments subtils qui dirigeraient progressivement l'attention des gens vers des thèmes plus profonds. C'était comme cacher des vitamines dans de la nourriture savoureuse. Les gens recevraient une nutrition spirituelle sans se rendre compte qu'ils étaient éduqués. Le problème, c'est qu'après 3 ans à créer des performances intentionnellement inconfortables, Camille avait perdu le sens du simple divertissement. C'était comme un chef qui avait passé tellement de temps à faire de la nourriture diététique qu'il avait oublié comment faire quelque chose qui avait bon goût. Ses tentatives d'être subtilement profondes semblaient forcées et évidentes. Sa première tentative de danse secrètement éducative portait sur la beauté des saisons qui changent. L'idée était que les gens s'engageraient avec la beauté visuelle et percevraient progressivement le message sur les cycles naturels et l'acceptation du changement. Mais Camille était devenue si habituée à expliquer ses intentions qu'elle ne put s'empêcher de donner des indices pendant la performance. Elle s'arrêtait entre les mouvements pour commenter « Remarquez comment le printemps cède naturellement la place à l'été. Cela représente notre tendance à résister aux transitions naturelles de la vie. » C'était comme regarder un film avec quelqu'un qui insiste pour expliquer le symbolisme de chaque scène. Techniquement correct, mais complètement destructeur pour l'expérience. Les quelques personnes qui sont venues sont parties à l'entracte. C'est alors que Camille dut finalement faire face à la possibilité qu'elle essayait peut-être de faire quelque chose d'impossible. Non pas techniquement impossible, mais artistiquement contre-productif. Peut-être que la danse n'était tout simplement pas le véhicule idéal pour transmettre des concepts philosophiques complexes, mais admettre cela signifierait reconnaître que 4 ans de travail intensif avaient été basés sur une prémisse erronée. Et Camille n'était pas prête pour cette admission. Pas encore. La 5e année, Camille eut une expérience qui changea tout. Ce fut lors d'une représentation privée pour une famille noble en visite, l'une des rares qui acceptait encore les invitations à assister à ses performances. Elle était au milieu d'une chorégraphie sur « embrasser l'impermanence par le mouvement fluide » quand quelque chose de complètement inattendu se produisit.
Une enfant d'environ 6 ans qui était dans le public commença à imiter ses mouvements. Non pas parce qu'elle comprenait le concept philosophique derrière la danse, mais simplement parce qu'elle trouvait cela beau et amusant. L'enfant ne savait rien de l'impermanence, n'essayait pas d'apprendre des leçons profondes sur la vie. Elle se déplaçait simplement avec une joie pure. Camille arrêta de danser et observa la petite fille. C'était la première fois depuis des années qu'elle voyait quelqu'un répondre à ses mouvements avec un plaisir authentique, sans résistance, sans analyse, sans malaise. L'enfant était simplement présente dans l'instant, expérimentant la danse comme de la danse. Ce fut comme un coup de poing à l'estomac fait de clarté. Camille réalisa qu'elle avait passé 5 ans à essayer de forcer les gens à apprendre par l'art, alors que l'art fonctionne mieux quand il permet simplement aux gens d'être touchés naturellement. C'était comme essayer de forcer quelqu'un à tomber amoureux en expliquant les avantages psychologiques de l'amour. Après la représentation, Camille parla à la mère de l'enfant. « Votre fille a un talent naturel pour la danse », commenta-t-elle. Elle a répondu au mouvement de manière très intuitive. « Ah, elle adore danser », répondit la mère. « À la maison, elle danse avec n'importe quelle musique qu'elle entend. Pas pour apprendre quelque chose de spécifique, juste parce qu'elle en a envie. Danser parce qu'elle en a envie. » Quel concept révolutionnaire! Camille était devenue tellement obsédée par l'utilisation de la danse comme outil éducatif qu'elle avait oublié que la danse peut être simplement une expression de joie, la beauté pour le plaisir de la beauté, le mouvement pour le plaisir du mouvement. Elle décida de faire une expérience. Au lieu de créer une présentation avec un message spécifique, elle créerait une danse qui serait juste belle, sans agenda caché, sans leçon déguisée, sans tentative de transformer qui que ce soit. Juste un mouvement expressif qui célébrerait la joie d'être en vie. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Après 5 ans à penser à chaque geste comme un symbole de quelque chose de plus grand, Camille avait perdu la capacité de simplement bouger. C'était comme un écrivain qui était devenu tellement obsédé par les métaphores qu'il avait oublié comment raconter une histoire simple. Elle dut réapprendre les techniques de base qu'elle connaissait depuis l'enfance. Comment laisser le corps répondre naturellement à la musique? Comment permettre aux émotions de circuler à travers le mouvement sans essayer de les contrôler ou de les diriger vers des fins éducatives spécifiques? Comment danser pour danser? Il fallut des semaines de pratique pour obtenir une présentation de 15 minutes qui soit véritablement spontanée. C'était comme désapprendre 5 ans d'habitude mentale en quelques semaines. Chaque fois qu'elle commençait à danser, son esprit commençait automatiquement à chercher des significations symboliques dans les mouvements. Quand elle obtint enfin une version qui la satisfaisait, Camille annonça une représentation spéciale à la cour. Elle ne dit pas quel était le thème, n'expliqua pas ses intentions artistiques, ne donna aucune préparation philosophique. Elle invita simplement les gens à regarder de la danse. À sa surprise, un public plus nombreux qu'elle n'en avait vu depuis 2 ans apparut. Apparemment, l'absence d'un agenda éducatif déclaré avait rendu l'expérience plus attrayante. Les gens étaient curieux de voir ce que Camille ferait sans ses théories compliquées habituelles. La représentation fut une révélation. Pour la première fois depuis des années, Camille vit des gens dans le public se détendre complètement. Elle vit des sourires authentiques, des expressions de simple plaisir, le genre de réponse qu'elle recevait avant de devenir une éducatrice déguisée en artiste. À la fin, les applaudissements furent les plus chaleureux qu'elle ait reçus depuis le début de son obsession. Une dame commenta « C'était magnifique, Camille. Cela m'a rappelé pourquoi j'aime la danse. » Un autre spectateur dit « C'était très touchant. Cela m'a fait penser à de belles choses. » Le plus intéressant est que plusieurs personnes ont commenté les réflexions que la danse avait inspirées. Mais au lieu de leçons forcées sur l'impermanence, c'étaient des pensées personnelles qui avaient surgi naturellement de l'expérience de regarder un beau mouvement. C'était exactement ce que Camille avait essayé d'atteindre pendant 5 ans, sauf que cela se produisait organiquement quand elle cessa d'essayer de forcer. Après la représentation,
le musicien de la cour qui avait tenté de l'avertir des dangers de l'art médicinal vint lui parler. « Maintenant, oui, dit-il en souriant, c'était de l'art qui touche les gens sans les blesser dans le processus. » Camille rit pour la première fois depuis longtemps. Apparemment, la meilleure façon d'enseigner l'impermanence est de ne pas essayer d'enseigner l'impermanence. Exactement, acquiesça le musicien. L'art fonctionne comme le parfum. Quand il est bon, les gens le remarquent. Quand vous forcez les gens à le sentir, ils s'enfuient. C'était une analogie étrange venant de quelqu'un qui travaillait avec le son, mais cela avait un sens parfait. Camille avait découvert que la véritable influence se produit par l'inspiration, non par l'instruction. Quand l'art est véritablement touchant, les gens réfléchissent naturellement à des choses importantes. Quand il est forcé d'être éducatif, il devient un travail. Dans les années qui suivirent, Camille recommença à créer des danses qui étaient simplement belles. Certaines inspiraient des réflexions profondes chez les gens, d'autres ne procuraient que des moments de joie. Les deux résultats étaient valables parce qu'ils étaient authentiques. Elle avait appris que la meilleure façon de partager la sagesse par l'art est de cesser d'essayer de partager la sagesse par l'art. C'était le genre de leçon qui ne peut être apprise qu'après des années à essayer de faire exactement le contraire. Et chaque fois qu'elle voyait une enfant danser par pure joie, Camille souriait en se rappelant que parfois la sagesse la plus profonde est de simplement permettre aux belles choses d'être belles, sans agenda, sans éducation forcée, sans tentative de capturer l'incapturable. Juste le mouvement, la musique et la joie inexplicable d'être en vie. Et ainsi se termine l'histoire de la danseuse qui voulait chorégraphier l'impermanence. Camille découvrit que la meilleure façon de transmettre la sagesse par l'art est de cesser d'essayer de transmettre la sagesse par l'art. 5 ans à essayer de forcer des révélations alors que la réponse était de simplement permettre aux belles choses d'être belles. Mais l'obsession humaine de contrôler l'incontrôlable ne s'arrête pas là. Car dans la Chine de la dynastie Ming, un jardinier était convaincu qu'il parviendrait à démontrer l'interdépendance de tous les phénomènes par une horticulture de précision scientifique. Liu Weichen avait décidé que s'il parvenait à contrôler parfaitement chaque variable d'un écosystème, il pourrait créer un jardin qui fonctionnerait comme une preuve vivante de la façon dont tout dans l'existence est connecté. C'était fondamentalement la même obsession que Camille, sauf qu'au lieu d'essayer de capturer des concepts abstraits, par le mouvement, il voulait les cultiver par les plantes. La différence est que les plantes n'applaudissent pas quand vous les forcez à coopérer avec vos théories philosophiques. Elles meurent simplement. Ce qui, à bien y penser, est aussi une forme de communication. Liu Weichen était le paysagiste principal des jardins impériaux de Pékin pendant la dynastie Ming, au XVe siècle. C'était le genre de travail que nous appellerions aujourd'hui architecte paysagiste. Sauf qu'à cette époque, le titre officiel était plus pompeux. Harmonisateur suprême des éléments naturels au service de la sérénité impériale. Parce que si vous allez vous occuper de plantes pour l'empereur, mieux vaut avoir un titre à la hauteur de la responsabilité. Liu était exceptionnel dans son travail. Ses jardins étaient célèbres dans toute la Chine pour une combinaison parfaite de beauté naturelle et de design intentionnel. Il parvenait à faire croire que la nature s'était organisée spontanément de manière artistiquement parfaite, alors qu'en réalité, chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau avait été positionné avec une précision mathématique. Sa spécialité était la 10e année. Amir était devenu une légende à Ispahan. Non pas une légende de succès, mais une légende d'excentricité. Les enfants le montraient du doigt dans la rue, les marchands chuchotaient à propos du parfumeur fou. Il avait perdu la majeure partie de sa fortune, son atelier était en ruine et Léa avait déménagé chez sa sœur, incapable de supporter davantage l'obsession de son mari. Amir était seul, entouré de milliers de flacons de liquide malodorant. Il avait tout essayé. Distiller le silence des monastères, l'écho des champs anciens, la lumière de la pleine lune sur des ruines sacrées. Il avait même tenté de distiller l'absence même d'odeur, convaincu que l'illumination était l'absence de toutes les impuretés aromatiques. Il était maigre,
les yeux cernés, et sa barbe était emmêlée. Il passait ses jours et ses nuits dans son laboratoire, marmonnant pour lui-même, notant des formules incompréhensibles sur des parchemins tachés. La seule chose qui le maintenait était la conviction inébranlable qu'il était à un pas de la découverte. Un jour, alors qu'il tentait de distiller la fumée d'un encens rare qu'il avait importé du Tibet, il s'évanouit d'épuisement. Quand il se réveilla, il était allongé sur le sol froid de son atelier. Et la première chose qu'il vit fut l'un de ses plus anciens flacons, un qu'il avait étiqueté « essence de derviche », échantillon original. Il prit le flacon qui était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Il l'ouvrit et le sentit. L'odeur était horrible, pire que tout ce qu'il avait produit récemment. C'était un mélange de moisi, de vinaigre et de quelque chose d'indéfinissable qui rappelait la vieille sueur. Amir toussa et faillit laisser tomber le flacon. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Tandis qu'il toussait, une petite goutte du liquide s'échappa du flacon et tomba sur sa main. Il ne le remarqua pas immédiatement. Il était plus préoccupé par l'odeur. Mais tandis qu'il essayait de s'essuyer la main sur sa tunique, la goutte s'étala et un arôme subtil commença à s'en dégager. Ce n'était pas une odeur de fleurs, ce n'était pas une odeur d'encens. C'était une odeur de rien, mais un rien qui était à la fois tout. C'était l'odeur de l'absence, d'odeur, mais pas une absence vide. C'était une absence remplie d'une paix profonde, d'une sérénité qu'il n'avait ressentie qu'une seule fois dans sa vie, sur la place, en observant le derviche. Amir resta là, immobile, la main tendue, inhalant l'arôme. Et tandis qu'il inhalait, l'épuisement, la frustration, l'obsession de 20 ans, tout commença à se dissiper. Il sentit une légèreté, une clarté qu'il n'avait pas expérimentée depuis qu'il était un jeune parfumeur, avant sa grande idée. Il regarda le flacon, essence de derviche, échantillon original. C'était le premier flacon qu'il avait rempli, le jour où son obsession avait commencé. Il avait essayé de distiller l'aura du derviche, et tout ce qu'il avait réussi à obtenir était un liquide malodorant. Mais le temps, l'imperfection, l'échec même de sa quête avaient transformé cet échec en quelque chose d'inattendu. Ce qu'il avait tenté de fabriquer avec tant de diligence, avec tant d'expérience, avec tant d'argent, s'était manifesté de lui-même, à travers le temps et la négligence. L'illumination n'était pas quelque chose qui pouvait être distillé ou embouteillé. C'était quelque chose qui se révélait dans l'absence d'effort, dans l'acceptation de l'imperfection. Amir Attar, le plus grand parfumeur de Perse, comprit enfin. La quête de la perfection spirituelle ne consistait pas à atteindre un état, mais à accepter le processus. Il ne s'agissait pas de fabriquer l'illumination, mais de lui permettre de se manifester en son propre temps, sous sa propre forme imparfaite. Il ferma les yeux et respira profondément à nouveau. L'odeur subtile de la paix était toujours là. Et pour la première fois en 20 ans, Amir sourit. Un sourire qui n'était pas de triomphe, mais de soulagement. Un sourire qui sentait la sagesse. Et ainsi, l'histoire d'Amir Attar nous enseigne que la véritable illumination n'est pas un parfum que l'on peut embouteiller, mais une fragrance qui se dégage du voyage lui-même, avec toutes ses imperfections et ses détours. C'est dans l'acceptation de ce que nous sommes, et non dans la recherche incessante de ce que nous devrions être, que nous trouvons la véritable essence de la paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de réflexion pour votre nuit. Rappelez-vous, la perfection est dans l'imperfection, et la sagesse se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Dormez bien et que la paix soit avec vous. Techniquement, cela a fonctionné. Les gens ont clairement ressenti un malaise à mesure que la présentation devenait de plus en plus austère. Beaucoup ont commenté par la suite que ce fut une expérience émotionnelle intense, qui les a fait réfléchir sur leur attachement aux choses matérielles. Mais au lieu de gratitude pour la leçon spirituelle, la réaction générale fut l'irritation. Les gens se sont sentis manipulés. C'était comme aller dans un restaurant en s'attendant à un bon repas et recevoir une leçon sur la faim dans le monde.
techniquement éducatif, mais ce n'était pas ce qu'ils avaient demandé. Le musicien de la cour, qui avait tenté d'avertir Camille des limites de l'art, revint lui parler. « Camille, vous essayez d'utiliser la danse comme un remède amer. Les gens résistent non pas parce qu'ils ne comprennent pas la leçon, mais parce qu'ils ne veulent pas être soignés sans leur consentement. » C'était une observation profonde. Mais Camille était trop loin dans son obsession pour écouter. Elle s'était convaincue que la résistance des gens était précisément la preuve qu'ils avaient besoin de la médecine qu'elle offrait. S'ils étaient mal à l'aise, c'était le signe qu'ils étaient forcés de grandir spirituellement. « Le véritable art doit défier les gens », répondait-elle à toute critique. « S'ils se sentent mal à l'aise, c'est parce que je touche à des vérités qu'ils préfèrent éviter. » Camille commença à créer des présentations de plus en plus confrontantes, des danses qui s'arrêtaient brusquement au milieu, laissant le public en suspens, des chorégraphies qui impliquaient des mouvements répétitifs qui testaient délibérément la patience des gens, des performances où elle dansait dos au public, les forçant à remettre en question leurs attentes en matière de divertissement. Chaque expérience était justifiée comme une leçon sur différents aspects de l'impermanence. Le suspense forcé était une question d'acceptation de l'incertitude. La répétition excessive était une question de trouver la beauté dans la monotonie. Danser dos au public était une question de lâcher le besoin d'être le centre de l'attention. Les justifications avaient du sens en théorie, mais en pratique, les présentations ressemblaient plus à des expériences psychologiques qu'à de l'art. Et le public commençait à éviter activement les performances de Camille. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle était peut-être sur la mauvaise voie. Non pas parce qu'elle échouait à transmettre l'impermanence, mais parce qu'elle réussissait si bien que personne ne voulait plus regarder. La 4e année, Camille fut confrontée à un problème qu'aucun artiste ne veut affronter. Les gens ont tout simplement cessé de venir à ses représentations. Ce n'était ni un boycott organisé, ni une critique formelle. C'était pire, une indifférence polie. Le genre de situation où les gens disent « Ah, c'est intéressant » et inventent ensuite des engagements urgents chaque fois que vous mentionnez votre prochaine performance. La première fois qu'elle remarqua le schéma, ce fut lors du Festival du Printemps. Traditionnellement, ces représentations attiraient toute la cour. Cette fois, il y avait exactement 7 personnes, dont 2 musiciens, qui étaient payés pour être là, et un garde qui préférait clairement être n'importe où ailleurs dans le palais. Camille dansa avec la même intensité que d'habitude, présentant sa dernière création sur l'acceptation de la perte par le mouvement conscient. C'était une chorégraphie où elle retirait progressivement chaque élément décoratif de la scène pendant qu'elle dansait, pour finir dans un espace complètement vide. C'était du symbolisme pur, transformé en expérience visuelle. Le problème, c'est que lorsque vous avez un public de 7 personnes qui vous regardent retirer systématiquement tous les beaux objets de l'environnement, la chose devient moins profondément symbolique et plus étrangement mélancolique. C'était comme regarder quelqu'un déménager au ralenti, mais avec plus de gestes expressifs. À la fin de la représentation, le silence était si profond que l'on pouvait entendre les grillons dehors. L'une des personnes dans le public toussa. Une autre bougea inconfortablement sur sa chaise. Le garde vérifia la position du soleil par la fenêtre, calculant mentalement combien de temps il restait avant la fin de son tour. Camille demanda si quelqu'un voulait commenter l'expérience. Une vieille dame de la cour, qui avait toujours été polie avec tous les artistes, dit diplomatiquement « C'était très réfléchi, ma chère ». C'était le genre de compliment qui ne signifie absolument rien et que tout le monde connaît. Après cette représentation, Camille dut faire face à une réalité inconfortable. Elle était devenue la danseuse que les gens évitaient. Non pas parce qu'elle était techniquement mauvaise, son habileté restait impeccable, mais parce que regarder ses performances était devenu un travail émotionnel que personne n'avait voulu faire. C'était comme être invité à un dîner et découvrir que l'hôte avait décidé de transformer le repas en séminaire sur la faim dans le monde. Techniquement important, philosophiquement valable, mais pas exactement ce à quoi vous vous attendiez en acceptant l'invitation.
Camille tenta de parler à d'autres artistes de la cour du problème. La réponse du musicien principal fut douce mais dévastatrice. Camille, quand les gens vont à une représentation artistique, ils veulent être touchés, inspirés ou du moins divertis. Vous offrez une thérapie obligatoire déguisée en danse. Mais le véritable art doit transformer les gens, argumenta Camille. Si elles évitent la transformation, c'est peut-être parce qu'elles en ont encore plus besoin. Le musicien soupira. Ma chère, vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Et vous ne pouvez certainement pas le forcer à réfléchir sur la nature temporaire de la soif en buvant. C'était une analogie étrange, mais le point était clair. Camille était devenue tellement concentrée sur la transmission du message qu'elle avait oublié de rendre l'expérience attrayante. C'était comme un médecin qui insiste pour donner un remède amer sans sucre, parce que la souffrance fait partie de la guérison. La situation empira lorsqu'elle découvrit que les gens avaient de commencer à appeler ces représentations les danses de la dépression. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était juste une façon de les différencier des autres performances plus joyeuses de la cour. Mais cela faisait mal quand même. Camille décida qu'elle avait peut-être besoin d'une approche plus subtile. Au lieu de forcer les gens à affronter l'impermanence, elle créerait des présentations si belles qu'elle réfléchirait naturellement sur la nature temporaire de la beauté. C'était de la psychologie inversée appliquée à la philosophie appliquée à l'art. Sa nouvelle stratégie était de créer des danses qui seraient véritablement charmantes, mais avec des éléments subtils qui dirigeraient progressivement l'attention des gens vers des thèmes plus profonds. C'était comme cacher des vitamines dans de la nourriture savoureuse. Les gens recevraient une nutrition spirituelle sans se rendre compte qu'ils étaient éduqués. Le problème, c'est qu'après 3 ans à créer des performances intentionnellement inconfortables, Camille avait perdu le sens du simple divertissement. C'était comme un chef qui avait passé tellement de temps à faire de la nourriture diététique qu'il avait oublié comment faire quelque chose qui avait bon goût. Ses tentatives d'être subtilement profondes semblaient forcées et évidentes. Sa première tentative de danse, secrètement éducative, portait sur la beauté des saisons qui changent. L'idée était que les gens s'engageraient avec la beauté visuelle et percevraient progressivement le message sur les cycles naturels et l'acceptation du changement. Mais Camille était devenue si habituée à expliquer ses intentions qu'elle ne put s'empêcher de donner des indices pendant la performance. Elle s'arrêtait entre les mouvements pour commenter « Remarquez comment le printemps cède naturellement la place à l'été. Cela représente notre tendance à résister aux transitions naturelles de la vie. » C'était comme regarder un film avec quelqu'un qui insiste pour expliquer le symbolisme de chaque scène. Techniquement correct, mais complètement destructeur pour l'expérience. Les quelques personnes qui sont venues sont parties à l'entracte. C'est alors que Camille dut finalement faire face à la possibilité qu'elle essayait peut-être de faire quelque chose d'impossible. Non pas techniquement impossible, mais artistiquement contre-productif. Peut-être que la danse n'était tout simplement pas le véhicule idéal pour transmettre des concepts philosophiques complexes. Mais admettre cela signifierait reconnaître que 4 ans de travail intensif avaient été basés sur une prémisse erronée. Et Camille n'était pas prête pour cette admission. Pas encore. La 5e année, Camille eut une expérience qui changea tout. Ce fut lors d'une représentation privée pour une famille noble en visite, l'une des rares qui acceptait encore les invitations à assister à ses performances. Elle était au milieu d'une chorégraphie sur « Embrasser l'impermanence par le mouvement fluide » quand quelque chose de complètement inattendu se produisit. Une enfant d'environ 6 ans qui était dans le public commença à imiter ses mouvements. Non pas parce qu'elle comprenait le concept philosophique derrière la danse, mais simplement parce qu'elle trouvait cela beau et amusant. L'enfant ne savait rien de l'impermanence, n'essayait pas d'apprendre des leçons profondes sur la vie. Elle se déplaçait simplement avec une joie pure. Camille arrêta de danser et observa la petite fille. C'était la première fois depuis des années
qu'elle voyait quelqu'un répondre à ses mouvements avec un plaisir authentique, sans résistance, sans analyse, sans malaise. L'enfant était simplement présente dans l'instant, expérimentant la danse comme de la danse. Ce fut comme un coup de poing à l'estomac, fait de clarté. Camille réalisa qu'elle avait passé 5 ans à essayer de forcer les gens à apprendre par l'art, alors que l'art fonctionne mieux quand il permet simplement aux gens d'être touchés naturellement. C'était comme essayer de forcer quelqu'un à tomber amoureux en expliquant les avantages psychologiques de l'amour. Après la représentation, Camille parla à la mère de l'enfant. « Votre fille a un talent naturel pour la danse », commenta-t-elle. Elle a répondu au mouvement de manière très intuitive. « Ah, elle adore danser », répondit la mère. À la maison, elle danse avec n'importe quelle musique qu'elle entend, pas pour apprendre quelque chose de spécifique, juste parce qu'elle en a envie. Danser parce qu'elle en a envie. Quel concept révolutionnaire! Camille était devenue tellement obsédée par l'utilisation de la danse comme outil éducatif qu'elle avait oublié que la danse peut être simplement une expression de joie. La beauté pour le plaisir de la beauté, le mouvement pour le plaisir du mouvement. Elle décida de faire une expérience. Au lieu de créer une présentation avec un message spécifique, elle créerait une danse qui serait juste belle. Sans agenda caché, sans leçon déguisée, sans tentative de transformer qui que ce soit. Juste un mouvement expressif qui célébrerait la joie d'être en vie. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Après 5 ans à penser à chaque geste comme un symbole de quelque chose de plus grand, Camille avait perdu la capacité de simplement bouger. C'était comme un écrivain qui était devenu tellement obsédé par les métaphores qu'il avait oublié comment raconter une histoire simple. Elle dut réapprendre les techniques de base qu'elle connaissait depuis l'enfance. Comment laisser le corps répondre naturellement à la musique? Comment permettre aux émotions de circuler à travers le mouvement sans essayer de les contrôler ou de les diriger vers des fins éducatives spécifiques? Comment danser pour danser? Il fallut des semaines de pratique pour obtenir une présentation de 15 minutes qui soit véritablement spontanée. C'était comme désapprendre 5 ans d'habitude mentale en quelques semaines. Chaque fois qu'elle commençait à danser, son esprit commençait automatiquement à chercher des significations symboliques dans les mouvements. Quand elle obtint enfin une version qui la satisfaisait, Camille annonça une représentation spéciale à la cour. Elle ne dit pas quel était le thème, n'expliqua pas ses intentions artistique, ne donna aucune préparation philosophique. Elle invita simplement les gens à regarder de la danse. À sa surprise, un public plus nombreux qu'elle n'en avait vu depuis 2 ans apparut. Apparemment, l'absence d'un agenda éducatif déclaré avait rendu l'expérience plus attrayante. Les gens étaient curieux de voir ce que Camille ferait sans ses théories compliquées habituelles. La représentation fut une révélation. Pour la première fois depuis des années, Camille vit des gens, dans le public, se détendre complètement. Elle vit des sourires authentiques, des expressions de simple plaisir, le genre de réponse qu'elle recevait avant de devenir une éducatrice déguisée en artiste. À la fin, les applaudissements furent les plus chaleureux qu'elle ait reçus depuis le début de son obsession. Une dame commenta « C'était magnifique, Camille. Cela m'a rappelé pourquoi j'aime la danse. » Un autre spectateur dit « C'était très touchant. Cela m'a fait penser à de belles choses. » Le plus intéressant est que plusieurs personnes ont commenté les réflexions que la danse avait inspirées. Mais au lieu de leçons forcées sur l'impermanence, c'étaient des pensées personnelles qui avaient surgi naturellement de l'expérience de regarder un beau mouvement. C'était exactement ce que Camille avait essayé d'atteindre pendant 5 ans. Sauf que cela se produisait organiquement, quand elle cessa d'essayer de forcer. Après la représentation, le musicien de la cour, qui avait tenté de l'avertir des dangers de l'art médicinal, vint lui parler. « Maintenant oui, dit-il en souriant. C'était de l'art qui touche les gens sans les blesser dans le processus. » Camille rit pour la première fois depuis longtemps. Apparemment, la meilleure façon d'enseigner l'impermanence est de ne pas essayer d'enseigner l'impermanence. Exactement, acquiesça le musicien. L'art fonctionne comme le parfum.
Quand il est bon, les gens le remarquent. Quand vous forcez les gens, elles s'en tirent, ils s'enfuient. C'était une analogie étrange venant de quelqu'un qui travaillait avec le son, mais cela avait un sens parfait. Camille avait découvert que la véritable influence se produit par l'inspiration, non par l'instruction. Quand l'art est véritablement touchant, les gens réfléchissent naturellement à des choses importantes. Quand il est forcé d'être éducatif, il devient un travail. Dans les années qui suivirent, Camille recommença à créer des danses qui étaient simplement belles. Certaines inspiraient des réflexions profondes chez les gens, d'autres ne procuraient que des moments de joie. Les deux résultats étaient valables parce qu'ils étaient authentiques. Elle avait appris que la meilleure façon de partager la sagesse par l'art est de cesser d'essayer de partager la sagesse par l'art. C'était le genre de leçon qui ne peut être apprise qu'après des années à essayer de faire exactement le contraire. Et chaque fois qu'elle voyait une enfant danser par pure joie, Camille souriait en se rappelant que parfois, la sagesse la plus profonde est de simplement permettre aux belles choses d'être belles, sans agenda, sans éducation forcée, sans tentative de capturer l'incapturable. Juste le mouvement, la musique et la joie inexplicable d'être en vie. Et ainsi se termine l'histoire de la danseuse qui voulait chorégraphier l'impermanence. Camille découvrit que la meilleure façon de transmettre la sagesse par l'art est de cesser d'essayer de transmettre la sagesse par l'art. 5 ans à essayer de forcer des révélations alors que la réponse était de simplement permettre aux belles choses d'être belles. Mais l'obsession humaine de contrôler l'incontrôlable ne s'arrête pas là. Car dans la Chine de la dynastie Ming, un jardinier était convaincu qu'il parviendrait à démontrer l'interdépendance de tous les phénomènes par une horticulture de précision scientifique. Liu Weichen avait décidé que s'il parvenait à contrôler parfaitement chaque variable d'un écosystème, il pourrait créer un jardin qui fonctionnerait comme une preuve vivante de la façon dont tout dans l'existence est connecté. C'était fondamentalement la même obsession que Camille, sauf qu'au lieu d'essayer de capturer des concepts abstraits par le mouvement, il voulait les cultiver par les plantes. La différence est que les plantes n'applaudissent pas quand vous les forcez à coopérer avec vos théories philosophiques. Elles meurent simplement. Ce qui, à bien y penser, est aussi une forme de communication. Liu Weichen était le paysagiste principal des jardins impériaux de Pékin pendant la dynastie Ming, au XVe siècle. C'était le genre de travail que nous appellerions aujourd'hui architecte paysagiste, sauf qu'à cette époque, le titre officiel était plus pompeux, harmonisateur suprême des éléments naturels au service de la sérénité impériale. Parce que si vous allez vous occuper de plantes pour l'empereur, mieux vaut avoir un titre à la hauteur de la responsabilité. Liu était exceptionnel dans son travail. Ces jardins étaient célèbres dans toute la Chine pour une combinaison parfaite de beauté naturelle et de design intentionnel. Il parvenait à faire croire que la nature s'était organisée spontanément de manière artistiquement parfaite, alors qu'en réalité, chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau avait été positionné avec une précision mathématique. Sa spécialité était une création de jardins qui semblaient naturels, mais qui étaient en fait des œuvres d'art méticuleusement planifiées. Il pouvait créer une cascade qui semblait avoir toujours été là, ou un bosquet d'arbres qui donnait l'impression d'une croissance spontanée, alors que chaque feuille avait été prise en compte dans sa conception. Un jour, Liu eut une idée qui allait changer sa vie. Il était en train de contempler un de ces jardins et il réalisa que même avec toute sa planification et son contrôle, la nature trouvait toujours un moyen de surprendre. Une graine portée par le vent, un oiseau qui laissait tomber une baie, et soudain, une nouvelle plante apparaissait là où il ne l'avait pas prévue. Et cette plante, même si elle n'était pas parfaite selon ses plans, ajoutait une beauté inattendue au jardin. C'était une beauté qui venait de l'interdépendance naturelle, de la façon dont chaque élément affectait les autres, même sans son intervention. C'est alors que Liu eut sa grande idée. Il allait créer un jardin qui démontrerait l'interdépendance de tous les phénomènes. Un jardin où chaque plante, chaque pierre, chaque goutte d'eau
serait si parfaitement équilibré que l'on pourrait voir la connexion entre toutes choses. Ce serait une preuve vivante de la philosophie bouddhiste de l'interdépendance. Il commença par choisir un petit coin du jardin impérial, un endroit qui était déjà naturellement beau. Puis, il commença à le perfectionner. Il enleva chaque mauvaise herbe, chaque feuille morte, chaque pierre qui n'était pas à sa place. Il planta des arbres et des fleurs avec une précision millimétrique, en s'assurant que chaque élément était en parfaite harmonie avec les autres. Il installa un système d'irrigation complexe qui délivrait la quantité exacte d'eau à chaque plante. Il contrôlait la lumière du soleil avec des auvents mobiles. Il même tenta de contrôler la direction du vent avec des murs spécialement conçus. Son objectif était de créer un écosystème entièrement contrôlé, où chaque variable était sous son influence. Le jardin devint une œuvre d'art. Chaque plante était parfaite, chaque pierre était parfaitement placée. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Le jardin était beau, mais il était aussi stérile. Il n'y avait pas de surprise, pas de croissance inattendue, pas de vie qui ne soit pas planifiée. Un jour, l'empereur visita le jardin. Il le regarda avec admiration. « C'est le jardin le plus parfait que j'ai jamais vu, Liu Weichen, dit-il. Mais il manque quelque chose. Il manque la vie. » Liu fut dévasté. Il avait passé des années à créer la perfection, et l'empereur avait raison. Le jardin était parfait, mais il était mort. Il avait tellement contrôlé la nature qu'il l'avait étouffé. C'est alors que Liu eut une révélation. L'interdépendance ne pouvait pas être forcée. Elle devait être autorisée à se produire naturellement. La perfection n'était pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de l'imperfection. Il commença à laisser le jardin faire ce qu'il voulait. Il arrêta de contrôler chaque variable. Il laissa les mauvaises herbes pousser, les feuilles tomber, les graines se disperser. Il laissa la nature reprendre ses droits. Et le jardin commença à vivre. Des papillons apparurent, des oiseaux construisirent leurs nids. De nouvelles plantes poussèrent là où il ne les avait pas prévues. Le jardin était moins parfait, selon ses normes, mais il était plein de vie et de beauté inattendue. C'était comme la différence entre montrer à quelqu'un une photo du coucher de soleil et emmener la personne voir le coucher de soleil en direct. La photo est plus contrôlée, plus prévisible, mais le vrai coucher de soleil est ce qui change les gens. Dans les années qui suivirent, Liu devint célèbre pour des jardins qui étaient simplement beaux, pas éducatifs de manière forcée, pas démonstratifs de théorie philosophique, juste des espaces où la nature fonctionnait naturellement et où les gens pouvaient observer s'ils le voulaient. Et il découvrit que ce type de jardin enseignait plus sur l'interdépendance que toutes ces expériences élaborées. Parce que lorsque vous voyez un écosystème fonctionner sans intervention humaine, vous comprenez automatiquement que tout est connecté. Nul besoin d'explication. La leçon la plus profonde vint lorsque Liu réalisa qu'il avait lui-même appris l'interdépendance, non pas à travers les jardins qu'il avait planifiés, mais à travers les jardins qui avaient poussé d'eux-mêmes malgré ses plans. La nature avait été son professeur tout le temps. Il n'avait été qu'un élève trop têtu pour prêter attention. Des années plus tard, lorsque les gens posaient des questions sur le secret des jardins de Liu, il répondait « Le secret est de n'avoir aucun secret. Vous plantez, vous arrosez si nécessaire, et vous laissez la nature faire ce qu'elle sait faire. L'interdépendance est produite d'elle-même. Il suffit de ne pas s'en mêler. » C'était la réponse la plus simple et la plus difficile qu'il avait apprise. Simple parce qu'elle était évidente. Difficile parce qu'il avait fallu 5 ans de contrôle obsessionnel pour arriver à la conclusion que le contrôle obsessionnel était le problème. Liu avait découvert que la meilleure façon d'enseigner l'interdépendance est de cesser d'essayer d'enseigner l'interdépendance. C'était le genre de sagesse qui n'a de sens qu'après avoir passé des années à faire exactement le contraire. Et chaque fois qu'il voyait un jardin pousser naturellement, Liu souriait en se rappelant que parfois, la leçon la plus profonde est que vous n'avez pas besoin de leçon. Il suffit de prêter attention à ce qui se passe déjà. Et ainsi se termine l'histoire du jardinier qui voulait cultiver l'interdépendance cosmique. Liu, 1914-1945. 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 Liu, 19
découvrit que la meilleure façon de démontrer les connexions naturelles est de cesser d'essayer de démontrer les connexions naturelles. 5 ans a forcé la nature à être didactique alors qu'elle était déjà éducative par elle-même. Mais l'obsession humaine de contrôler l'incontrôlable n'a apparemment pas de limite géographique. Car dans la Suisse du XVIe siècle, un horloger était convaincu qu'il parviendrait à mesurer l'intemporalité par une précision temporelle extrême. Jean Temperdu avait décidé que s'il parvenait à créer des horloges suffisamment précises, il pourrait prouver que le temps est une illusion. C'était fondamentalement la même obsession que Liu, sauf qu'au lieu d'essayer de cultiver des concepts abstraits par les plantes, il voulait chronométrer l'éternité par des engrenages. La différence est que les plantes au moins meurent quand vous les forcez trop. Les horloges se cassent, simplement. Et se casser peut être très bruyant. Jean Temperdu était le maître horloger le plus respecté de Berne au XVIe siècle. Pas un artisan quelconque. Le type qui créait des horloges pour les cathédrales, les palais et les personnes importantes qui avaient besoin de savoir exactement l'heure qu'il était pour pouvoir se plaindre correctement de la lenteur du temps. Jean était obsédé par la précision. Ces horloges ne fonctionnaient pas simplement. Elles fonctionnaient parfaitement, chaque engrenage taillé à la main, chaque ressort calibré avec une précision mathématique. C'était le genre de perfectionnisme qui faisait pleurer les autres, artisans, et les faisait abandonner leur métier. Son atelier était un temple dédié au temps, des horloges de toute taille couvrant chaque surface. Le son était hypnotique. Des centaines de tic-tac à des rythmes légèrement différents créant une symphonie temporelle qui vous détendait complètement ou vous causait une crise de nerfs. Cela dépendait de la personne. Jean vivait par le temps. Il se levait à 5 heures du matin pile, travaillait jusqu'à midi exact, déjeunait pendant exactement 30 minutes. C'était comme s'il était lui-même une horloge humaine, efficace, prévisible et un peu effrayant à regarder. Sa vie se déroulait bien jusqu'au jour où il rencontra un moine franciscain nommé Frère Antoine. Le frère était en ville pour réparer l'horloge de l'église locale et finit par visiter l'atelier de Jean pour acheter quelques pièces. Ce fut une conversation fortuite qui changea tout. « Le temps est intéressant », commenta le frère, observant les horloges. « Nous dépensons tant d'efforts à mesurer quelque chose qui n'existe pas vraiment. » Jean arrêta de travailler. « Comment ça n'existe pas ?» Frère Antoine sourit. « Le temps est une construction mentale. Le passé est révolu. Le futur n'est pas encore. Seul le présent existe. Et le présent n'a pas de durée mesurable. » C'était le genre de conversation philosophique qui devrait se terminer par « intéressant, merci de votre visite ». Mais Jean devint obsédé. Si le temps était une illusion, pourquoi ces horloges étaient-elles si précises? S'il n'existait que le présent, comment fonctionnaient les chronomètres? C'était un paradoxe qu'il ne pouvait ignorer. Jean commença à faire des recherches. Il lut des textes sur la philosophie, la théologie, même quelques écrits suspects sur le mysticisme qui circulaient discrètement parmi les intellectuels. Chaque texte confirmait la même chose. Le temps linéaire était un concept humain. L'éternité était l'absence de temps. Et la mesure temporelle était fondamentalement artificielle. Mais Jean était horloger. Toute sa vie était basée sur la division du temps en morceaux mesurables. L'idée qu'il consacrait sa carrière à mesurer quelque chose d'inexistant était perturbante. Comme quelqu'un qui découvre qu'il a passé des années à perfectionner des techniques pour compter les licornes. C'est alors qu'il eut l'idée la plus ambitieuse de sa carrière. Si le temps était une illusion, il le prouverait en créant des horloges qui démontreraient la contradiction inhérente à la mesure temporelle. Des horloges qui fonctionneraient si parfaitement qu'elles révéleraient l'impossibilité même de chronométrer l'éternité. La logique avait du sens dans sa tête, plus ou moins. S'il parvenait à créer des horloges suffisamment précises, il finirait par atteindre le point où la précision révélerait qu'il n'y a rien à être précis. C'était comme essayer de mesurer le silence avec des instruments de plus en plus sensibles. Jean annonça à sa femme qu'il commençait un projet spécial, pas seulement une
une série d'horloges qui démontrerait la nature illusoire du temps par la perfection temporelle elle-même. Elle écouta poliment et demanda si cela affecterait les revenus familiaux. « Au contraire, répondit Jean. Je vais créer les horloges les plus révolutionnaires jamais construites. Elles changeront la façon dont l'humanité comprend le temps. » Sa femme, Marthe, avait vécu avec un perfectionniste obsessionnel assez longtemps pour reconnaître quand il entrait en territoire dangereux. Mais Jean planifiait déjà des horloges qui mesureraient différents types de temps simultanément, des chronomètres qui se contrediraient volontairement, même une horloge spéciale qui fonctionnerait parfaitement mais n'indiquerait pas l'heure. Ce serait la précision temporelle appliquée à la démonstration que la précision temporelle était impossible. C'était un projet qui combinait l'ingénierie avancée avec la philosophie abstraite. En gros, c'était chercher les problèmes. La première année, Jean commença par des expériences simples. Relativement simples si l'on considère révolutionner la compréhension humaine du temps comme simple. Il décida de créer des horloges qui mesureraient le temps de différentes manières pour prouver que la mesure temporelle était arbitraire. Le premier projet fut une horloge à 2 cadrans. L'un affichait l'heure solaire, basée sur la position du soleil. L'autre affichait l'heure absolue, basée sur des mouvements mécaniques parfaits. L'idée était qu'éventuellement, les deux divergeraient, prouvant qu'il n'existe pas de temps universel réel. Jean travailla des mois à calibrer les mécanismes. Chaque engrenage taillé avec une précision microscopique, chaque ressort testé des centaines de fois. C'était le perfectionnisme appliqué à la démonstration que la perfection était impossible. L'ironie ne passa pas inaperçue. Une pour Marthe. Quand il eut enfin terminé, l'horloge fonctionna exactement comme prévu. Les 2 cadrans affichaient des heures légèrement différentes. Jean était extatique. Il avait enfin créé une preuve physique que le temps était une construction artificielle. C'était une vengeance contre sa propre profession. Il montra l'horloge à d'autres artisans de la ville. Il s'attendait à des réactions de choc, de révélation, peut-être une crise existentielle collective. Au lieu de cela, il reçut des commentaires polis sur la technique intéressante et le trait créatif. Personne n'eut d'aperçu philosophique profond. Ils pensèrent simplement que c'était une horloge compliquée. Jean fut frustré. Comment se faisait-il que les gens ne pouvaient pas voir l'implication évidente? Il avait démontré scientifiquement que le temps n'était pas universel. Pourquoi tout le monde le traitait-il comme une curiosité technique? C'est alors qu'il réalisa qu'il devait être plus direct. S'il voulait que les gens comprennent que le temps était une illusion, il devait créer des horloges qui forceraient cette conclusion. Des horloges impossibles à ignorer. Jean commença le 2e projet. Une horloge qui fonctionnerait parfaitement, mais afficherait des heures aléatoires. Pas des heures fausses, des heures aléatoires. L'idée était de démontrer que si le temps était réel, des horloges précises ne pourraient pas fonctionner avec de fausses informations. Il fallut 6 mois pour la construire. Le mécanisme était une œuvre d'art. La précision suisse appliquée à la génération d'un chaos temporel contrôlé. C'était comme créer une machine de précision spécifique pour produire une imprécision précise. Le résultat fut techniquement impressionnant et pratiquement complètement inutile. L'horloge fonctionnait parfaitement, mais elle indiquait qu'il était 3 heures, alors qu'il était en fait 8. Puis elle sautait à minuit, puis revenait à 2 heures de l'après-midi. C'était une horloge fonctionnelle et dysfonctionnelle simultanément. Jean la montra à sa famille. « Vous ne comprenez pas ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Si le temps était réel, cela ne devrait pas fonctionner. Mais cela fonctionne parfaitement. Donc, le temps est une convention arbitraire. » Marthe regarda l'horloge, puis son mari, et suggéra gentiment qu'il réfléchissait peut-être trop. Mais Jean ne faisait que s'échauffer. Le 3e projet serait le plus ambitieux, une horloge qui mesurerait le temps réel versus le temps perçu. Elle aurait des cadrans pour le temps objectif, le temps subjectif, le temps philosophique et le temps absolu. Ce serait un chronomètre à 4 dimensions temporelles.
La construction prit une année entière. Jean créa des mécanismes séparés pour chaque type de temps. L'un basé sur le mouvement céleste, un autre sur les battements de cœur humain, un troisième sur... Eh bien, personne n'était sûr de ce sur quoi le troisième était basé. Jean dit que c'était l'intuition temporelle pure. Quand il eut terminé, l'horloge était une monstruosité mécanique. 4 cadrans, des dizaines d'engrenages et des sons qui rappelaient la torture métallique. Elle fonctionnait techniquement, mais elle affichait 4 heures complètement différentes en même temps. Jean était convaincu qu'il avait enfin créé une preuve définitive. Le temps n'était pas universel, parce que ces 4 chronomètres n'étaient jamais d'accord. C'était une preuve irréfutable que la temporalité était une illusion humaine. Tout le monde pensa simplement qu'il avait construit une horloge cassée, très élaborée. La 3e année, Jean décida que le problème n'était pas les horloges, c'était le manque de contexte. S'il voulait que les gens comprennent que le temps était une illusion, il devait créer un environnement où l'illusion serait évidente. Un atelier entier dédié à la démonstration de la nature artificielle du temps. Jean transforma l'atelier en laboratoire temporel. Il installa des dizaines d'horloges, chacune calibrée pour différentes définitions du temps. Temps solaire, temps sidéral, temps mécanique, temps basé sur des bougies qui brûlent, même le temps basé sur la croissance des plantes. C'était comme un musée du temps, mais plus confus. L'idée était que les visiteurs entreraient et seraient entourés de chronomètres contradictoires. Impossible d'ignorer que le temps n'était pas universel quand vous aviez 50 horloges affichant 50 heures différentes. C'était une preuve par saturation temporelle. Jean engagea des assistants pour expliquer chaque horloge. Il devait mémoriser des discours sur la façon dont chaque méthode de mesure révélait différents aspects de l'illusion temporelle. C'était comme une visite guidée à travers l'inexistence du temps, éducatif et existentiellement perturbant. Les premiers visiteurs furent polis. Ils écoutèrent les explications, posèrent des questions intelligentes sur les mécanismes, louèrent la créativité technique et manquèrent complètement le point philosophique. Ils repartirent impressionnés par l'ingénierie, non éclairés sur la nature du temps. Jean fut frustré. Comment se faisait-il que les gens pouvaient voir 50 horloges contradictoires et continuer à croire que le temps était réel? C'était comme montrer 50 cartes différentes de la même ville et les gens supposaient que la ville changeait de forme constamment. C'est alors qu'il eut l'idée la plus désespérée jusqu'alors. Si la démonstration passive ne fonctionnait pas, il forcerait une expérience active. Il créerait des horloges qui s'arrêteraient de fonctionner aléatoirement, forçant les gens à confronter leur dépendance psychologique à la mesure temporelle. Jean installa des mécanismes spéciaux dans plusieurs horloges. Elles fonctionneraient normalement pendant des périodes aléatoires, puis s'arrêteraient complètement sans avertissement. Quand on lui demanderait pourquoi elles s'étaient arrêtées, il expliquerait que le temps avait temporairement cessé d'exister. C'était de la psychologie appliquée par l'horlogerie. L'expérience fut un désastre. Les visiteurs étaient irrités quand les horloges s'arrêtaient. Ils voulaient savoir si elles étaient cassées, combien cela coûterait de les réparer s'il y avait une garantie. Personne n'interpréta cela comme une leçon philosophique sur la nature illusoire du temps. Ils l'interprétèrent comme un mauvais service client. Jean tenta d'expliquer. « Vous ne comprenez pas? Quand une horloge s'arrête, le temps ne disparaît pas. Vous continuez d'exister. Donc, le temps et le chronométrage sont des choses différentes. » Les gens écoutaient poliment et demandaient s'ils connaissaient un horloger plus fiable en ville. Mais Jean n'abandonna pas. Il décida qu'il avait besoin d'une approche plus dramatique. Il créa une horloge spéciale qui fonctionnerait parfaitement mais aurait un cadran vierge. Pas de chiffres, pas d'aiguilles, pas d'indication de temps. Juste des engrenages parfaits qui ne bougeaient rien. Il fallut des mois pour la construire. C'était un chef-d'œuvre de précision appliqué à l'absence totale d'information. Un mécanisme suisse fonctionnant parfaitement pour ne rien montrer du tout. C'était le zen appliqué à l'horlogerie. Quand Jean montra l'horloge finale, il espérait que les Jean comprendrait enfin.
Voici la preuve définitive. Une horloge parfaite qui ne mesurait pas le temps parce que le temps n'existait pas pour être mesuré. C'était la conclusion logique de toutes ces recherches. Marthe regarda l'horloge fonctionner silencieusement avec un cadran vide et fit une observation dévastatrice. « Jean, tu as passé 3 ans à construire des horloges de plus en plus compliquées pour prouver que les horloges sont inutiles. N'est-ce pas un peu contradictoire ?» C'était une question simple et complètement dévastatrice. Jean regarda l'atelier rempli de chronomètres contradictoires, de mécanismes arrêtés et d'horloges qui ne mesuraient rien. 3 ans de travail intensif pour démontrer que le travail était inutile. C'était une ironie temporelle à l'échelle industrielle. Et pour la première fois en 3 ans, Jean ne savait pas quelle heure il était. Et il découvrit que cela n'avait pas d'importance. Après l'observation dévastatrice de Marthe, Jean dut faire face à des faits inconfortables. Premièrement, il avait passé 3 ans et une fortune à créer des horloges pour prouver que les horloges étaient inutiles. Deuxièmement, son atelier ressemblait à un asile pour chronomètres ayant des problèmes mentaux. Troisièmement, il ne pouvait plus vendre d'horloges normales parce que les gens pensaient qu'il avait perdu la tête. Jean tenta d'expliquer la situation à des clients potentiels. Oui, il avait créé des horloges qui ne fonctionnaient pas correctement exprès. Oui, cela prouvait que le temps était une illusion. Non, cela ne signifiait pas qu'il avait oublié comment fabriquer des horloges normales. Les gens écoutaient poliment et achetaient des horloges à d'autres artisans. Sa réputation était ruinée. L'horloger le plus précis de Berne était devenu connu comme ce type qui fabrique des horloges philosophiques. C'était comme être célèbre pour vendre de la nourriture qui ne nourrit pas exprès. Techniquement impressionnant, commercialement suicidaire, Jean réalisa qu'il y avait un problème plus important. Il ne parvenait plus à distinguer le temps réel du temps conceptuel. Il avait passé tellement de temps à penser au temps qu'il avait perdu la capacité de simplement se concentrer sur le temps tel qu'il est vécu. Il était devenu un théoricien du temps, mais avait perdu la capacité de simplement vivre en lui. Il réalisa que son obsession de prouver que le temps était une illusion l'avait rendu incapable de profiter du temps qu'il avait. Il avait passé des années à essayer de mesurer l'éternité, mais avait oublié de vivre le présent. C'est alors qu'il eut une révélation. Le temps n'était pas une illusion à prouver, mais une expérience à vivre. La perfection n'était pas dans la mesure, mais dans l'acceptation de l'imperfection de la mesure. Il commença à démonter ses horloges compliquées. Il vendit les pièces inutiles et utilisa l'argent pour acheter de nouveaux outils. Il commença à fabriquer des horloges simples, belles et fonctionnelles. Des horloges qui ne mesuraient pas l'éternité, mais qui aidaient les gens à vivre leur journée. Et il découvrit que ces horloges simples étaient plus appréciées que toutes ses créations philosophiques. Les gens voulaient savoir l'heure pour pouvoir travailler, manger, dormir et profiter de la vie. Ils ne voulaient pas d'une leçon de philosophie à chaque fois qu'ils regardaient leur poignet. La leçon la plus profonde vint lorsque Jean réalisa qu'il avait lui-même appris sur le temps, non pas à travers ses expériences élaborées, mais à travers la simplicité de la vie quotidienne. Le temps était son professeur tout le temps. Il n'avait été qu'un élève trop têtu pour prêter attention. Des années plus tard, lorsque les gens posèrent des questions sur le secret des horloges de Jean, il répondait « Le secret est de ne pas avoir de secret. Vous construisez une horloge qui fonctionne et vous laissez les gens l'utiliser. Le temps se vit, il suffit de ne pas s'en mêler. » C'était la réponse la plus simple et la plus difficile qu'il avait apprise. Simple parce qu'elle était évidente. Difficile parce qu'il avait fallu 5 ans de contrôle obsessionnel pour arriver à la conclusion que le contrôle obsessionnel était le problème. Jean avait découvert que la meilleure façon d'enseigner sur le temps est de cesser d'essayer d'enseigner sur le temps. C'était le genre de sagesse qui n'a de sens qu'après avoir passé des années à faire exactement le contraire. Et chaque fois qu'il voyait une horloge simple et fonctionnelle, Jean souriait en se rappelant que parfois, la leçon la plus profonde est que vous n'avez pas besoin de leçons.
Il suffit de prêter attention à ce qui se passe déjà. Et ainsi se termine l'histoire de l'horloger qui voulait mesurer l'éternité. Jean découvrit que la meilleure façon de comprendre le temps est de cesser d'essayer de le comprendre. 5 ans a forcé le temps à être didactique alors qu'il était déjà éducatif par lui-même. Mais l'obsession humaine de contrôler l'incontrôlable n'a apparemment pas de limite. Car dans l'Angleterre du XVIIe siècle, un alchimiste était convaincu qu'il parviendrait à transmuter le plomb en or en utilisant la pureté de l'intention. Sir Alistair Finch avait décidé que s'il parvenait à purifier son esprit et son âme, il pourrait influencer la matière elle-même. C'était fondamentalement la même obsession que Jean, sauf qu'au lieu d'essayer de chronométrer l'éternité, il voulait transformer la matière par la force de la volonté. La différence est que les horloges se cassent, le plomb reste du plomb, et l'or reste cher. Sir Alistair Finch était un alchimiste respecté de Londres au XVIIe siècle. Pas un charlatan, un véritable érudit qui avait étudié les textes anciens et mené des expériences rigoureuses. Il était obsédé par la transmutation, la transformation du plomb en or. Son laboratoire était un lieu de mystère et de science. Des cornues, des alambics, des fours, des livres anciens. L'air était épais d'odeurs de soufre, de mercure et d'espoir. Alistair passait ses jours et ses nuits à essayer de trouver la formule secrète, la pierre philosophale. Il avait essayé toutes les méthodes connues, des mélanges complexes de métaux, des distillations interminables, des incantations secrètes. Mais le plomb restait du plomb, et son compte en banque diminuait. Un jour, il lut un texte ancien qui parlait de la pureté de l'intention. Le texte suggérait que la véritable transmutation ne se produisait pas par des processus chimiques, mais par la pureté de l'esprit de l'alchimiste. Si l'intention était pure, la matière se transformerait. C'était une idée révolutionnaire. Alistair avait toujours cru que l'alchimie était une science matérielle. Mais si c'était une science spirituelle, si la clé de la transmutation était en lui et non dans ses fours, il commença à méditer, il jeûna, il se purifia, il essaya de vider son esprit de toute pensée égoïste, de toute avidité, de toute ambition. Il voulait que son intention soit si pure qu'elle puisse transformer le plomb en or. Il passa des mois dans cet état de purification. Il devint maigre, ses yeux brillèrent d'une lumière étrange. Il était convaincu qu'il était sur le point de percer le secret de l'univers. Un jour, il prit un morceau de plomb. Il le plaça dans une cornue. Il ferma les yeux et se concentra. Il visualisa l'or. Il sentit la pureté de son intention. Il sentit l'énergie circuler en lui. Il ouvrit les yeux. Le plomb était toujours du plomb. Mais Alistair ne fut pas découragé. Il réalisa que la pureté de l'intention n'était pas une formule magique. C'était un chemin vers la sagesse. Il continua ses expériences, mais avec une nouvelle perspective. Il ne cherchait plus à transformer le plomb en or. Ida cherchait à transformer son esprit, et il découvrit que c'était la véritable alchimie. Et ainsi se termine l'histoire de l'alchimiste qui voulait transmuter le plomb en or. Sir Alistair Finch découvrit que la véritable transmutation n'était pas celle des métaux, mais celle de l'esprit. 5 ans à essayer de forcer la matière à changer quand la véritable transformation était en lui. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de réflexion pour votre nuit. Rappelez-vous, la perfection est dans l'imperfection, et la sagesse se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Dormez bien, et que la paix soit avec vous. Fin. La 10e année, Jean Temps Perdu était devenu une figure singulière à Berne. Non pas une figure de succès, mais une figure d'excentricité. Les enfants le montraient du doigt dans la rue. Les marchands chuchotaient à propos de l'horloger fou. Il avait perdu la majeure partie de sa fortune, son atelier était en ruine, et Marthe avait déménagé chez sa sœur, incapable de supporter davantage l'obsession de son mari. Jean était seul, entouré de milliers d'horloges qui ne mesuraient rien. Il avait tout essayé. Chronométrer le silence des monastères, l'écho des chants anciens, la lumière de la pleine lune sur des ruines sacrées.
Il avait même tenté de mesurer l'absence même de temps, convaincu que l'éternité était l'absence de toutes les contraintes temporelles. Il était maigre, les yeux cernés, et sa barbe était emmêlée. Il passait ses jours et ses nuits dans son laboratoire, marmonnant pour lui-même, notant des formules incompréhensibles sur des parchemins tachés. La seule chose qui le maintenait était la conviction inébranlable qu'il était à un pas de la découverte. Un jour, alors qu'il tentait de synchroniser le mouvement d'une horloge avec le battement de son propre cœur, il s'évanouit d'épuisement. Quand il se réveilla, il était allongé sur le sol froid de son atelier, et la première chose qu'il vit fut l'une de ses plus anciennes horloges, une qu'il avait étiquetée chronomètre de l'instant présent, échantillon original. Il prit l'horloge, qui était couverte de poussière et de toiles d'araignée. Il la remonta et la regarda. L'horloge fonctionnait parfaitement, mais elle n'indiquait rien. C'était un cadran vierge, sans chiffres, sans aiguille, juste le tic-tac régulier du mécanisme. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit, tandis qu'il regardait l'horloge. Il sentit une paix profonde, une sérénité qu'il n'avait ressentie qu'une seule fois dans sa vie, lors de sa conversation avec frère Antoine. Jean resta là, immobile, regardant l'horloge. Et tandis qu'il la regardait, l'épuisement, la frustration, l'obsession de 20 ans, tout commença à se dissiper. Il sentit une légèreté, une clarté qu'il n'avait pas expérimentée depuis qu'il était un jeune horloger, avant sa grande idée. Il regarda l'horloge. Chronomètre de l'instant présent, échantillon original. C'était la première horloge qu'il avait construite le jour où son obsession avait commencé. Il avait essayé de mesurer l'éternité, et tout ce qu'il avait réussi à obtenir était une horloge qui ne mesurait rien. Mais le temps, l'imperfection, l'échec même de sa quête avaient transformé cet échec en quelque chose d'inattendu. Ce qu'il avait tenté de fabriquer avec tant de diligence, avec tant d'expérience, avec tant d'argent, s'était manifesté de lui-même à travers le temps et la négligence. L'éternité n'était pas quelque chose qui pouvait être mesuré ou chronométré. C'était quelque chose qui se révélait dans l'absence d'effort, dans l'acceptation de l'imperfection. Jean Temps Perdu, le plus grand horloger de Berne, comprit enfin. La quête de la perfection temporelle ne consistait pas à atteindre un état, mais à accepter le processus. Il ne s'agissait pas de chronométrer l'éternité, mais de lui permettre de se manifester en son propre temps, sous sa propre forme imparfaite. Il ferma les yeux et respira profondément à nouveau. Le tic-tac subtil de l'horloge était toujours là. Et pour la première fois en 20 ans, Jean sourit. Un sourire qui n'était pas de triomphe, mais de soulagement. Un sourire qui sentait la sagesse. Et ainsi, l'histoire de Jean Temps Perdu nous enseigne que la véritable éternité n'est pas un temps que l'on peut mesurer, mais une expérience qui se dégage du voyage lui-même, avec toutes ses imperfections et ses détours. C'est dans l'acceptation de ce que nous sommes, et non dans la recherche incessante de ce que nous devrions être, que nous trouvons la véritable essence de la paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de réflexion pour votre nuit. Rappelez-vous, la perfection est dans l'imperfection, et la sagesse se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Dormez bien, et que la paix soit avec vous. Film. Et si l'on parlait un peu de la ville d'Ispahan, cette perle de la Perse du XIIIe siècle qui servait de toile de fond à l'histoire d'Amir Attar. Imaginez une cité où les bazars regorgeaient de soies chatoyantes, d'épices exotiques et de bijoux étincelants. Les minarets des mosquées s'élevaient vers le ciel, leurs dômes turquoises scintillant sous le soleil. Les jardins luxuriants, irrigués par des canaux ingénieux, offraient des oasis de fraîcheur et de tranquillité, où le parfum des roses et des jasmins embaumait l'air. C'était un centre florissant de commerce, d'art et de science, attirant des érudits, des artisans et des marchands de tout le monde connu. Les caravanes chargées de marchandises précieuses traversaient ces portes, apportant des trésors de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique. Les philosophes débattaient dans les madrasas, les poètes récitaient leurs vers dans les cafés, et les musiciens enchantent les foules avec leurs
Mélodies envoûtantes. Ispahan était un creuset de culture, un lieu où les idées s'échangeaient librement et où l'innovation prospérait. C'était une ville qui respirait l'élégance et la sophistication, un véritable joyau de l'Orient. Et c'est dans ce cadre magnifique qu'Amir, notre parfumeur, cherchait à capturer l'essence de l'illumination, une quête aussi ambitieuse que la grandeur de sa propre ville. La richesse de son environnement, la diversité des arômes et des saveurs, la profondeur de la pensée et de la spiritualité qui imprégnaient chaque recoin de la ville, tout cela nourrissait son imagination et son désir de créer quelque chose d'unique, quelque chose qui transcenderait les limites du simple parfum. Il était un enfant de son temps, un homme qui croyait au pouvoir de la connaissance et de l'expérimentation, mais qui était aussi profondément enraciné dans les traditions mystiques de sa culture. Sa quête était un reflet de l'esprit d'Ispahan elle-même, une ville qui cherchait constamment à atteindre de nouveaux sommets, à repousser les frontières de l'art et de la science, et à explorer les profondeurs de l'âme humaine. Et c'est peut-être pour cela que son histoire résonne encore aujourd'hui, car elle nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la possession de richesses matérielles, mais dans la poursuite de la connaissance, de la beauté et de la vérité, même si cette poursuite nous mène sur des chemins inattendus et parfois semés d'embûches. La ville d'Ispahan, avec ses splendeurs et ses mystères, était le témoin silencieux de cette quête, un miroir de l'âme d'Amir, et un rappel constant que la vie est une aventure, une exploration sans fin, où chaque pas nous rapproche un peu plus de la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et c'est dans cette compréhension que réside la véritable illumination, une illumination qui ne peut être embouteillée, mais qui peut être vécue, ressentie et partagée. C'est une illumination qui se trouve dans la beauté d'une rose, dans le parfum d'un encens, dans le silence d'une méditation et dans la sagesse d'une histoire racontée sous les étoiles d'une nuit persane. C'est une illumination qui nous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter au-delà des mots et à sentir au-delà des arômes, pour découvrir la véritable essence de la vie, une essence qui est à la fois simple et profonde, éphémère et éternelle. Et c'est cette essence que nous cherchons tous, consciemment ou inconsciemment, dans notre propre quête de sens et de plénitude. Et c'est dans cette quête que nous trouvons notre propre chemin vers la sagesse, un chemin qui est unique à chacun de nous, mais qui est aussi universel, car il nous relie à tous ceux qui ont cherché, qui cherchent et qui chercheront la vérité, la beauté et l'illumination. Et c'est cette connexion qui fait de nous des êtres humains, des êtres qui sont à la fois imparfaits et parfaits, limités et illimités, éphémères et éternels. Et c'est dans cette dualité que réside la véritable magie de l'existence, une magie qui nous invite à embrasser toutes les facettes de notre être, à célébrer nos imperfections et à trouver la beauté dans chaque instant, même les plus simples, même les plus ordinaires. Car c'est dans l'ordinaire que se cache l'extraordinaire, et c'est dans le quotidien que se révèle le divin. Et c'est cette révélation qui nous libère, qui nous éclaire, et qui nous permet de vivre pleinement, avec joie, avec amour et avec sagesse. Et c'est cette sagesse que nous partageons avec vous dans l'espoir qu'elle vous apporte un peu de paix, un peu de calme et un peu de lumière dans votre nuit. Dormez bien et que la paix soit avec vous.